Vous avez toutes les bases maintenant pour voir le raisonnement de Nassim. Il va utiliser des unités sphériques de Planck. Vous vous souvenez, dans le modèle holographique, on avait ces petites sphères qui étaient considérées comme des bits d'information. Donc Nassim utilise ces unités sphériques de Planck qu'il va appeler tout simplement des PSU dans une approche holographique généralisée. Il utilise des équations basées sur des rapports entre des fluctuations du vide à l'intérieur de volume, puisque le modèle holographique dit qu'on peut caractériser l'intérieur par ce qui se passe à l'extérieur, sur un quart de la surface, ainsi que sur l'horizon de la surface d'un tel volume. Donc, il va développer la solution de Schwarzschild à partir de ces fameux PSU, et il va, puisqu'il y a une échelle d'organisation de la matière, et je n'ai peut-être pas assez insisté, je n'ai même pas insisté du tout, mais le fait que nous avons une organisation en trou noir est complètement différente que le Big Bang, où finalement tout est aléatoire, il y a une grosse explosion et ça envoie tout partout. Ici, le monde tel qu'il pourrait être dessiné par Nassim, si tout ça se confirme, c'est qu'on a un monde qui est parfaitement organisé. On a un monde qui sera organisé à des échelles différentes, dont le point, le dénominateur commun, serait les trous noirs, à des échelles différentes. Ça change. Et donc, on va voir cette notion d'application holographique, aussi bien, on va la tester sur le modèle cosmologique et sur le modèle du proton, quantique. Alors, de nouveau, ici, on n'est pas dans ces équations de champ d'Einstein, où Einstein lui-même, quand il a fait ses équations G-mu-mu, n'avait pas de solution. Il était certain qu'on n'allait pas trouver de sitôt ces solutions. Et d'ailleurs, c'est Schwarzschild qui l'a trouvé dans les années 15, mais après ça, il a fallu attendre les années 60 pour trouver une autre solution. Parce que la solution de Schwarzschild était un peu limitée. Il avait fait des conditions de simplification qui étaient un peu draconiennes. Donc, on voit bien que ce sont des équations qui ne sont pas spécialement faciles. La solution de Nassim, elle est simpliciste. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un exemple d'un trou noir bien documenté, Cygnus X1. Il va prendre des volumes sphériques de Planck, les petites sphères, 4 tiers de pi r cube, c'est à la portée de tout le monde. Il compte, il regarde quel est le volume d'une petite sphère de Planck. Après ça, il va calculer la surface équatoriale. Rappelez-vous, le quart de l'horizon des événements du trou noir. Donc, la surface est égale à pi r carré. Et puis, évidemment, le rayon, c'est la moitié de la longueur de Planck. Il prend comme relation la quantité de sphères de Planck à l'intérieur du volume qui divise par la quantité de plan équatorial de Planck sur le volume. Donc, ça nous donne la quantité de volume de Planck dans ce cas-ci, parce que ça va être valable pour tous les trous noirs, la quantité de volume de Planck oscillant dans le volume de Cygnus 1, on remplit de petites sphères de Planck le volume de Cygnus 1, et on divise par la quantité de surface équatoriale de Planck sur l'horizon de surface de Cygnus 1. Et ça nous donne une masse holographique gravitationnelle qui est celle-ci. Si on prend maintenant ça d'un point de vue plus imagé, vous avez donc l'intérieur divisé par l'extérieur. Vous voyez ici, on a 10 exposants 118 sur 10 exposants 79. Si je ne me trompe pas, ça doit faire un écart de 10 exposants 39 grammes. 10 exposants 39 grammes qu'on multiplie par la masse de Planck qui vaut 10 moins 5 grammes, on obtient 10 exposant 34 grammes. Alors, il est évident que nous avons ici un rapport sans dimension, nous avons ici un autre rapport sans dimension,
Donc, il fallait redonner une dimension à ça, et c'est logique de prendre la masse de Planck pour retrouver la masse d'un trou noir. Ce qui signifie aussi que cette valeur-là, la masse de Planck, telle qu'elle apparaissait comme un problème de hiérarchie, ne l'est pas. Si la masse de Planck permet de redonner une valeur à un rapport géométrique, c'est que cette masse de Planck a une raison d'exister, et une véracité aussi. Donc, voilà ce que ça vous donne. Coup de théâtre. Lorsque l'on calcule cette valeur géométrique, on retombe exactement sur la même valeur que la solution de Schwarzschild. Tiens. Une équation, quelque chose qui est utilisé dans une équation relativiste, se retrouve dans un simple phénomène géométrique et donne une exacte valeur. Ça pose question. D'autant plus qu'on peut généraliser ça pour tous les trous noirs. C'est libre de toute expression relativiste et ça utilise simplement les quantités discrètes de Planck. Discrètes. Ce qui va avoir des implications pour la gravité. Alors, essayons de comprendre pourquoi cette forme géométrique nous donne exactement la même valeur que la masse de Schwarzschild. Et donc, Nassim va transformer cette relation géométrique en remettant ce qu'il y a dedans, puisque ce sont des sphères de Planck et des surfaces de Planck, c'est assez facile de remettre pi r cube et pi r carré dedans. Donc, il va d'abord les exprimer en fonction des masses de Planck, et on voit que la masse holographique est égale au rayon de l'objet, multiplié par la masse de Planck divisée par 2 fois la longueur de Planck, ce qui, exprimé autrement, nous dit que le rayon de l'objet est égal en fait à un rapport de 2 masses, la masse trou noir et la masse de Planck. Tiens, elles sont liées ces 2 masses-là maintenant. Multipliées par une distance de Planck. Un nombre discret de masses de Planck contenu dans n'importe quelle masse donnée, multiplié par 2 fois la longueur de Planck, qui est une quantité discrète, va générer le rayon holographique qui est équivalent au rayon de Schwarzschild, soit une forme non relativiste calculée à partir de quantités discrètes de Planck du vide oscillant, qui génère une solution quantifiée. Si maintenant on va plus loin, on va se rendre compte, si jamais on reprend les définitions des longueurs de Planck et des masses de Planck, rappelez-vous la théorie quantique du début, on va retomber en fait sur cette formule de Schwarzschild, ce qui est assez exceptionnel. Donc, en remettant les valeurs de Planck dans cette formule, on retrouve l'expression de Schwarzschild à partir des seules considérations géométriques. Par ces équations, la masse gravitationnelle d'un objet peut être obtenue à partir des quantités discrètes basées sur les unités sphériques de Planck. La gravité peut donc s'exprimer de manière discrète comme le champ électromagnétique. L'exemple fonctionnant pour les entités cosmologiques, et c'est quand même impressionnant de se rendre compte que la distance de Planck vaut 10-33 cm, le rayon de Cygnus 1 est de l'ordre du million de centimètres. Donc vous voyez que l'erreur qu'on peut avoir en mettant des petites pastilles comme ça dans un aussi gros volume, c'est quand même colossal. C'est pas donné, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du hasard, loin de là. Donc maintenant, on reprend l'échelle du proton, donc on est à l'échelle quantique. On applique évidemment le rayon muonique, et en calculant la masse holographique du proton, on obtient la valeur de Schwarzschild, évidemment. Même formule. On prend
l'intérieur des petites sphères de Planck, la quantité, le nombre de petites sphères de Planck qu'il y a à l'intérieur du volume du proton. On divise ça par les surfaces équatoriales qu'il y a sur l'horizon de l'événement à l'extérieur du proton. Et on retrouve cette masse de Schwarzschild. On a exactement les mêmes valeurs. De nouveau exprimé d'une autre façon, vous allez avoir ici l'intérieur divisé par l'extérieur, ce qui vous donne 10 exposant 60 sur 10 exposant 40. Vous avez donc 10 exposant 20, multiplié par la masse de Planck, 10-5, ce qui vous donne 10-15. Quand vous prenez les chiffres qui sont avant les exposants, avant les 10 exposants quelque chose, vous allez retomber sur les 10 exposants 14. Vous allez avoir un facteur 10. Voilà. Jusqu'à présent, personnellement, je trouve que vous n'avez pas perdu votre soirée. C'est déjà pas mal, non? Eh bien, ça ne s'arrête pas ici. Ce que vous allez voir maintenant, c'est vraiment l'histoire du magicien qui fait sortir ses lapins de son chapeau. Ce que vous allez voir maintenant est extraordinaire. C'est franchement de l'ordre de l'orgasme. Si vous inversez ce rapport, vous vous souvenez, c'est l'équation de Schwarzschild, où en inversant la taille du rayon, en augmentant la taille de A du rayon de Schwarzschild, on passait d'une coordonnée de temps qui switchait vers une coordonnée d'espace. Eh bien ici, qu'est-ce qui se passe si au lieu de faire l'intérieur divisé par l'extérieur, on choisit de faire l'extérieur divisé par l'intérieur? 10 exposant 40 sur 10 exposant 60, 10 moins 20, multiplié par 10 moins 5, 10 moins 25. Avec les petits chiffres devant, on a un choix entre 10 exposant moins 26 et 10 exposant moins 24. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Exact. En inversant le rapport, on obtient l'exacte masse du proton. Avouez que c'est remarquable. Bien sûr, il y a un 2 devant. Pourquoi? Les recherches ultérieures devront le démontrer. Mais ça ne change pas grand-chose au fait qu'en inversant tout ça, on obtient une masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la masse trou noir et la masse au repos sont liées. De nouveau, par notre masse de Planck. Je pense que c'est vraiment révolutionnaire et que Nassim est vraiment un sacré chercheur. Donc, faisons la même chose pour essayer de comprendre ce qui se passe. On va prendre donc, à partir de la formule géométrique, on va essayer de voir ce qui se passe. Je vais un peu plus vite. Ici donc, on voit que par rapport à la masse du proton, de la valeur codata et de la valeur qui est donnée par rapport à la valeur de 2013, on a une légère différence. Et je vous rappelle que Nassim, dans sa prévision du rayon, nous dit que le rayon prédit qu'il en a employé ici n'est pas encore le bon rayon. Si on utilise le rayon de Nassim calculé, on obtient exactement la même masse, évidemment. Alors, ce rapport géométrique, donc, on va l'exprimer en fonction des grandeurs de Planck, ce qui nous donne 4 fois la longueur de Planck multipliée par la masse de Planck divisée par le rayon du proton. Ça nous donne la masse du proton au repos. Si jamais maintenant on le fait par rapport aux grandeurs de Planck, on va avoir le rayon du proton au repos va être égal à 4 fois la longueur de Planck.
multiplié par, ici on inverse évidemment, on n'est plus au nombre de sphères de Planck dans le proton, on a dans un rapport inversé. Quelle est la relation entre la masse de Planck, la masse au repos du proton et la masse holographique gravitationnelle? La masse trou noir, la masse de Schwarzschild. Donc si on remplace L et ml par leur valeur de définition des grandeurs de Planck, dans l'équation qui est ici, on va obtenir en fait que la masse au repos du proton est égale à 2 fois la masse de Planck au carré, divisée par la masse holographique. Il y a donc une relation clairement démontrée entre la masse holographique du proton et la masse au repos du proton. Le problème de hiérarchie entre la masse de Planck, la masse du proton et la force gravitationnelle s'éclaire ici. La masse au repos du proton est une fonction géométrique de l'oscillation du vide des sphères de Planck. La masse énergie, la masse H', la masse holographique, comme la masse au repos du proton, découle d'une même quantité primaire des entités de Planck. Considérons maintenant la relation de l'horizon de surface du proton à son volume, puisque on remarque qu'aussi bien au niveau cosmologique qu'au niveau quantique, ce rapport géométrique, on peut l'utiliser aussi bien dans un sens que dans l'autre. Nassim décide de l'appeler phi. On a donc 1 sur phi, ou phi, ça n'a pas beaucoup d'importance, et d'exprimer les différentes formules qu'on a vues au-dessus en fonction de phi. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on élève au carré cette valeur, on va obtenir exactement la valeur de la constante de couplage entre la gravité et le confinement à l'échelle du proton. Ce qui tend à prouver assez fortement que la force forte est bien un potentiel gravitationnel. La différence entre les deux résultats, vous avez vu qu'il y avait une infime différence. La différence entre les deux résultats est due à l'utilisation du rayon muonique du proton. Si on utilise le rayon prédit, on obtient exactement la valeur de la constante de couplage. Maintenant, il reste à comprendre pourquoi, si c'est la gravitation, la force forte, nos fameux petits protons ont un phénomène qui coupe leur attraction lorsqu'ils sont en gros à un rayon d'eux-mêmes. Alors que, comme je l'ai dit dans la Lune, l'attraction ne diminue pas, elle a une décroissance 1 d carré. Donc l'étroite plage de la force nucléaire, comme définie dans le potentiel de Yukawa, demande que la force forte diminue selon une fonction exponentielle à proximité de l'horizon pour un rayon de l'ordre du proton. La formule de la dilatation de masse relativiste donne l'énergie potentielle d'unification de Schwarzschild lorsque la vitesse, le rapport des vitesses V sur C, s'approche de 1, donc lorsque V est très proche de celle de C. Et en fait, cette masse de Schwarzschild, elle varie. Elle n'apparaît qu'extrêmement proche de l'horizon de l'événement. Vous avez ici le potentiel de Yukawa et vous avez le potentiel gravitationnel relativiste. On doit encore faire des recherches à ce niveau-là. Nassim n'a pas tout démontré, tout découvert. Il y a encore du travail à faire, et c'est bien, ça me permet d'arriver à la conclusion. Il est clair que depuis environ 70 ans, on défend un modèle
standard, et c'est une très bonne chose. Ici, il y a quelque chose de totalement différent. Et puisque j'ai la chance de m'exprimer dans une université, ce serait vraiment extrêmement important que nos universités européennes puissent commencer à étudier ces phénomènes, parce que les conséquences de ces simples recherches peuvent changer la face du monde. À partir du moment où on se rend compte que le vide est composé d'ondes en quantité colossale, que la pauvre petite matière que l'on voit ne correspond que 10-39% d'un centimètre cube de vide, on se dit qu'on passe à côté d'énormément de choses et qu'il suffirait d'un tout petit peu de cette énergie du vide pour pouvoir changer complètement la face du monde. C'est donc selon moi essentiel de se mettre à étudier ces phénomènes et de se mettre à étudier tout ce qui découle de ce soir. Je vous ai dit qu'on avait une organisation en trou noir. Ça peut paraître bizarre de vivre dans un trou noir, mais de nouveau, une fois qu'on lâche les peurs, c'est finalement un phénomène physique comme un autre. Alors, en 2 mots, donc Nassim Haramein a créé le projet Résonance. Si vous voulez avoir les articles, vous les trouverez en allant sur résonance.is et vous allez sur hiup.org. Vous allez avoir toutes les publications scientifiques de Nassim. Ça, c'est la division plus scientifique que vous allez retrouver là. Voilà, je vous remercie. Vous avez mon mail qui est ici si vous avez des remarques à faire.